Bonjour à tous et tout d'abord, merci à tous pour votre participation à ce webinaire qui est une première pour la coordination du PRITH Nouvelle-Aquitaine et qui a été notamment rendu possible par la diligence de Jean-Luc Perrault, qui est directeur du SRES à Pôle emploi Limoges et sans qui rien n'aurait été possible aujourd'hui. Donc, je m'appelle Evelyne Manine et je suis chef de projet de la coordination du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés de Nouvelle-Aquitaine, qu'on appelle aussi PRITH. Bon, pour faire simple, le PRITH est un plan d'action qu'on construit qui mobilise les acteurs opérationnels et institutionnels afin de pouvoir trouver ensemble des solutions pour faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est dans ce cadre qu'il est apparu nécessaire à Pôle emploi et au Fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés de se rapprocher pour pouvoir apporter aux conseillers Pôle emploi un maximum d'informations sur l'accès à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur public qui présentent, nous allons voir tout à l'heure avec Caroline Dekerle, de réelles opportunités. Donc, avant d'écouter notre intervenante, Caroline Dekerle, qui est déléguée régionale au FIPHFP, donc Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Pourquoi peut-être cette effectivement décision de la part de la direction de Pôle emploi et puis du FIP de faire un webinaire sur l'emploi public? C'est que on n'y pense pas spontanément aux employeurs publics. C'est vrai que quand on parle emploi, on pense entreprise. Et pour autant, l'emploi public, c'est quand même 20% des emplois en règle générale en France et en Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai aussi que souvent, on a cet a priori de se dire pour rentrer dans le secteur public, il faut forcément être titulaire d'un concours. Alors, c'est de moins en moins vrai. Vous avez une loi qui est passée l'année dernière sur la transformation de la fonction publique qui ouvre de plus en plus les emplois du secteur public à des contractuels. Et puis, de toute façon, concernant l'emploi des personnes en situation de handicap, ce n'était déjà pas vrai puisqu'il y avait des voies dérogatoires qui permettaient aux travailleurs en situation de handicap d'intégrer la fonction publique sans passer de concours. Je parle au passé, mais c'est toujours vrai, bien évidemment. Et puis enfin, ce qu'on oublie aussi parfois, c'est que les employeurs publics, alors il y en a effectivement peut-être moins à l'égard d'une région que les employeurs privés, mais ce sont aussi des gros employeurs publics. Quand on regarde tout ce qui est notamment le champ de la fonction publique territoriale, la région, les départements, la fonction publique hospitalière également, les hôpitaux, on s'aperçoit que ce sont souvent des gros employeurs, parfois même le premier employeur d'un territoire. Et ce sont en fait pour vous aussi qui travaillez donc à l'insertion des personnes et des personnes en situation de handicap, des prospects entre guillemets, des clients qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut privilégier pour pouvoir favoriser l'insertion de travailleurs en situation de handicap. Pour rappel, quelques chiffres. À Bordeaux, par exemple, le CHU, c'est 10 000 personnes. Le moindre petit conseil départemental, c'est entre 1 500, 3 000, 5 000 agents. Donc, ça reste quand même des gros employeurs. Voilà. Alors, avant qu'on rentre sur une partie peut-être un peu plus théorique, je commence souvent mes présentations comme ça, c'est de lister des idées reçues sur le handicap au travail et qu'on entend encore en 2020. Alors, on entend souvent les personnes handicapées sont le plus souvent en fauteuil roulant. Ça, dans l'imaginaire, ça revient de toute façon systématiquement, alors que seulement 1% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, et quand je le dis à vous, c'est finalement vous pour pouvoir le dire aussi aux employeurs, aux managers, aux recruteurs avec lesquels vous êtes en relation. C'est leur dire qu'il faut arrêter de penser tout de suite handicap égale fauteuil roulant. Parce que forcément, du coup, ça freine les recrutements. On arrive chez certaines personnes à se dire oui, bien sûr, il faut recruter des personnes handicapées, mais chez moi, ça ne va pas être possible. Et pourquoi? Parce que chez moi, il y a des marches. Et oui, mais le handicap, ce n'est pas que le fauteuil roulant. Donc, ça paraît tout bête, mais pour autant, c'est important encore en 2020 de signaler que 80% des handicaps sont invisibles. Pareil, souvent dans l'esprit d'un recruteur, c'est se dire « Ah oui, ok, mais bon, recruter une personne en situation de handicap, ça veut dire qu'il va falloir que j'aménage son poste de travail, ça va être compliqué, il faut que j'aille chercher des aides, je ne sais pas qui donne quoi, et puis ça va être encore un budget à consacrer. »
Mais non, seulement 20% des personnes en situation de handicap ont besoin d'un aménagement de leur poste de travail. Dans 80% des cas, il n'y a pas besoin en fait d'action en la matière. Pareil, on pense tout de suite que la personne en situation de handicap, c'est quelqu'un qui a un handicap lourd de naissance. En fait, non. Là aussi, 85% des handicaps arrivent à l'âge préadulte et adulte. Il y a les accidents de la vie qui ont un impact aussi important sur le basculement en situation de handicap. Donc, c'est ce qu'on voit sur le slide d'après. C'est important pour vous, quand vous rencontrez un manager, un recruteur, de pouvoir tout de suite démystifier le handicap au travail et finalement parler plus de situation de handicap au travail plutôt que de personnes handicapées. Ce n'est pas juste du politiquement correct, c'est plus que, moi je trouve que quand on parle de situation de handicap au travail, on arrive davantage à percevoir l'étendue, le champ important de ce que revêt le handicap au travail, puisque ça concerne aussi bien une personne qui a une lombalgie, une personne qui a un AVC, une personne qui a du diabète. Mais oui, la personne qui est diabétique est en situation de handicap au travail. Donc, ça permet d'élargir un petit peu la vision qu'on peut avoir spontanément en se disant, voilà, ça va être le fauteuil roulant, la canne blanche, la personne qui a des problèmes auditifs lourds. Non, en fait, c'est une diversité de situations de handicap. Et ça veut dire aussi qu'on ne peut pas considérer que certains postes correspondent à quelqu'un qui est en situation de handicap. Ça ne veut rien dire. Il y a une telle diversité de situations de handicap au travail qu'on ne peut pas répondre. La dernière fois, j'avais un employeur qui me dit, mais quels seraient les postes chez moi qui correspondraient plus à quelqu'un qui est en situation de handicap? Et c'est impossible de répondre à ça. Donc voilà, donc ça c'est important, tous ces éléments au préalable, c'est important de pouvoir mais finalement spontanément en parler quand vous êtes en contact avec un employeur. Alors, on va, du coup, c'est vrai aussi que quand vous parlez à un employeur, c'est important de lui dire qu'une fois qu'il a donc compris ça, c'est important dans le collectif de travail qui sensibilise la chaîne du haut en bas sur cette sensibilisation au handicap au travail. Pour pouvoir expliquer à un collectif de travail, donc de la direction jusqu'au manager, en passant par les instances représentatives du personnel, en passant par les managers de proximité, qu'il n'y a pas en fait une seule catégorie de situation au travail. Donc, il faut sensibiliser, il faut informer, il faut former aussi les managers de proximité pour favoriser l'intégration des travailleurs handicapés, parce qu'autrement, vous aurez beau intégrer une personne en situation de handicap, vous n'allez pas sécuriser son parcours et ça peut aller à l'échec parce que le collectif de travail, le manager, n'a pas été informé, formé, sensibilisé dans la durée. Voilà, donc ça c'était ce préalable que je tenais quand même à partager avec vous. Je crois, Evelyne, qu'on a un petit sondage par le chat avant de démarrer la deuxième partie. Oui, tout à fait. Alors, il y avait déjà eu un premier sondage. Donc, on peut regarder un petit peu les résultats du sondage. Donc, 14% des personnes disent connaître le FIPHFP parmi les répondants, et 16 personnes ne le connaissaient pas du tout, Caroline. Donc voilà, donc c'était donc utile de faire ce programme. Est-ce que vous avez déjà bénéficié d'une formation sur le thème de l'emploi des personnes handicapées? Donc là, on est à 68 personnes qui disent avoir déjà bénéficié d'une formation sur le thème du handicap. Et concernant l'origine des personnes, nous avons des personnes on va dire de l'ex-Aquitaine, 50% des personnes de l'ex-Aquitaine, et aussi des personnes du secteur Est. Voilà. Et quelques-uns. Et quelques-uns aussi du secteur Nord à hauteur de 15%. Concernant les réponses aux questions,
Bon, alors pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières, Caroline, donc on va continuer. Donc je rappelle à tous que vous pouvez utiliser l'onglet questions, alors non pas pour des questions techniques, mais plutôt pour des questions à l'intervenant dans le cadre de son discours. Donc je pense, Caroline, que nous pouvons poursuivre. D'accord. Je vois qu'il y a une intervention qui me dit son très faible, donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort de façon à ce que tout le monde m'entende. Alors, quelques éléments pour resituer le FIP et l'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public. Alors, c'est vrai qu'on dit FIP, hein, c'est plus facile. Parfois, certains sont en train de mélanger les lettres FIP, HFP, c'est pas toujours facile à dire. Donc, FIP, ça veut dire Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Mais effectivement, dites FIP, c'est plus facile, comme vous dites AGFIP dans le secteur privé. En fait, le FIP, c'est le pendant de l'AGFIP, mais pour le secteur public. Alors, il faut savoir que, vous le savez d'ailleurs sûrement, que depuis la loi de 1987, le législateur donc, a imposé aux employeurs privés, mais aussi à l'époque aux employeurs publics, d'avoir 6% de personnes en situation de handicap parmi leurs effectifs. Par contre, en 1987, si l'employeur n'arrive pas à ce seuil de 6%, il doit payer une contribution, mais cette mention, elle n'est réservée qu'au secteur privé. Donc en 87, le législateur dit aux employeurs publics, vous devez arriver à 6%, mais il n'y a pas, entre guillemets, de sanction si l'employeur n'arrive pas à cette obligation d'emploi. Donc, en 87, création de la GFIP, puisqu'il faut bien une structure pour collecter les contributions dans le secteur privé. Et il va falloir attendre la loi de 2005 pour que, de la même façon que dans le secteur privé, le législateur impose aux employeurs publics de payer une contribution s'ils n'atteignent pas le taux de 6%. D'où la création du FIP, qui va être la structure qui va collecter en fait les contributions des employeurs publics. Alors, le FIP, c'est un établissement public. Vous savez sûrement que l'AGFIP est une association paritaire. Le FIP, c'est différent. On est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'État et plus précisément sous la tutelle de 5 ministères. Et c'est un établissement public qui va donc intervenir sur les 3 fonctions publiques. La fonction publique de l'État. Donc, en région, concrètement, on va avoir les services déconcentrés de l'État. Ce sont par exemple la DRAC, la Directe. Donc tout ça, ce sont des services qui dépendent des ministères. Nous allons travailler également avec les employeurs de la fonction publique territoriale, les communes, les regroupements de communes, communautés d'agglomération, communautés de communes, les métropoles, les communautés urbaines, les départements, la région, la fonction publique hospitalière, les centres hospitaliers universitaires, les CHU, et les EHPAD, puisqu'il y a un grand nombre d'EHPAD publics, notamment en Nouvelle-Aquitaine. En termes de modèle économique, c'est exactement le même que la GFIP, c'est-à-dire que le FIP, comme la GFIP, va percevoir les contributions des employeurs publics et avec ces ressources, qui sont ses uniques ressources, elle va financer des actions pour favoriser le recrutement de travailleurs handicapés chez les employeurs publics et le maintien en poste des agents en situation de handicap qui sont déjà présents chez les employeurs publics. Une chose qui est très importante, c'est que le FIP est un fonds employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut financer, on va le voir après, des structures comme les Cap Emploi, mais on ne finance jamais la personne en situation de handicap. On passera toujours par l'employeur. On est un fonds employeur, c'est très important. Evelyne, on va un peu trop vite, il faudrait remonter le fil des slides, mais je continue. Au niveau du FIP, c'est un établissement public, comme je vous le disais, qui est très léger, puisqu'en fait, il est situé à Paris, et toute la gestion financière et administrative du FIP est confiée à la Caisse des dépôts. Quand je vous dis que c'est un établissement public léger, ça veut dire qu'en région, vous avez un délégué par région. Donc, en l'espèce, pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est moi, et je suis basée à Bordeaux, à la Caisse des dépôts, mais bien sûr, rarement dans mon bureau et plutôt sur le terrain, à la rencontre des acteurs, mais aussi et surtout des employeurs publics. On peut passer sur le slide d'après.
Concernant donc les missions, je vous l'ai dit, mission principale, l'insertion et le maintien. Et ça passe bien évidemment, on en parlera tout à l'heure parce que c'est très important, ça passe par l'apprentissage qui est un contrat sur lequel le FIP vraiment insiste et a une politique très volontariste. Alors, je vous disais qu'on était beaucoup sur le terrain. Alors, pourquoi je suis beaucoup sur le terrain? C'est que la volonté, dès le départ du FIP, ça a été de dire, le FIP, c'est un institutionnel. Donc, c'est un institutionnel qui va travailler, bien sûr, avec Pôle emploi, qui va travailler avec l'État, avec la Directe, avec la GFIP, avec l'ARS, avec la région, pour décliner la politique publique en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap. Ça, c'est, on va dire, le premier rôle du FIP en région. C'est ce qu'on voit sur le slide qui suit, Evelyne. Donc, sur ce slide, vous verrez que donc, notre premier axe, c'est un rôle classique d'institutionnel. Ce qui est important pour vous à savoir, c'est que dans ce cadre-là, on va cofinancer et donc copiloter aux côtés de la GFIP un certain nombre de structures. Les Cap Emploi, les prestataires PASS, avec lesquels vous travaillez également, les nouveaux dispositifs emploi accompagné qui interviennent sur l'accompagnement de façon privilégiée des personnes en situation de handicap psychique, troubles de l'autisme, déficience mentale. Donc, c'est important de savoir que quand vous êtes face à un employeur public, il a bien évidemment droit également à titre gracieux, puisque ce sont des prestataires qui sont cofinancés en amont par la GFIP et donc par le FIP. Donc, cet employeur public a le droit à être accompagné par les Cap Emploi, a le droit à être accompagné par les prestataires PASS ou par les dispositifs emploi accompagnés. C'est important aussi, j'en profite parce que souvent c'est une question qui revient, les PMSMP, bien évidemment, vous pouvez proposer des PMSMP à des demandeurs d'emploi que vous accompagnez pour faire ces périodes d'immersion chez un employeur public. La seule différence, c'est qu'un agent qui est déjà en poste chez un employeur public ne peut pas accéder à une PMSMP pour aller tester un métier chez un autre employeur. Donc la PMSMP dans le secteur public, c'est possible pour le demandeur d'emploi qui veut donc tester, découvrir un emploi dans le secteur public. Donc première mission, ce rôle classique, on va dire, d'institutionnel. Deuxième mission, et ça a été une volonté forte dès le départ, dès la création du FIP, c'est d'être au contact direct des employeurs publics. Ça s'articule autour de deux axes. Le premier axe, c'est que le FIP a créé un réseau. Ce réseau s'appelle Handipact. Handipact, c'est la même chose que le FIP. C'est le nom que le FIP a donné à son réseau. C'est-à-dire que dans chaque région en France, vous avez un Handipact. C'est le réseau des employeurs publics en région. L'idée, c'est quoi à travers ce réseau? C'est de favoriser les échanges entre employeurs publics sur le thème de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. En Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près 1000 personnes qui font partie de ce réseau. Ça correspond à peu près à 500 structures. Et donc, dans ce cadre-là, on va pouvoir proposer des animations type échange de pratiques entre employeurs pour pouvoir discuter, tiens, comment toi, tu parles de handicap chez toi, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, est-ce que tu fais des plaquettes, est-ce que ça marche? Parce qu'on va s'apercevoir que la sensibilisation en 2020, comme je vous le disais en introduction, c'est encore important dans les collectifs de travail. Mais c'est aussi là qu'on va pouvoir monter en compétence de façon collective les employeurs en donnant des infos, en faisant des webinaires. Il y a un club de correspondants handicap également. Donc, premier axe sur le contact avec les employeurs publics, c'est un axe collectif. Vous pourrez retrouver le site internet de Handipact qui s'appelle Handipact Grand Ouest. Il suffit de taper Handipact Grand Ouest sur internet et vous aurez un accès libre puisqu'il n'y a pas besoin de code pour accéder au site internet. Et vous retrouverez un certain nombre d'informations, des webinaires que vous pouvez revisionner en replay également concernant donc les employeurs publics en Nouvelle-Aquitaine. Deuxième axe, c'est l'accompagnement individuel des employeurs publics. Un accompagnement qui s'articule autour d'un axe conseil et d'un axe financement. Ce qui est très important, c'est de savoir que vous avez différents acteurs avec lesquels il va falloir que vous travaillez.
notamment sur la fonction publique territoriale, n'hésitez pas à prendre des liens avec les centres de gestion de la fonction publique territoriale, les CDG. En gros, vous en avez un par département. Si on voulait synthétiser, on pourrait dire que c'est en gros les ressources humaines des petites communes, des petites collectivités qui ont moins de 350 agents. Il faut savoir que dans chaque CDG, vous avez un référent handicap. Je vous communiquerai la liste de chaque référent handicap. C'est important pour vous que vous puissiez informer les personnes que vous accompagnez de l'existence de ces référents handicap. Le FIP a conclu une convention de partenariat avec chaque CDG pour inciter le CDG à accompagner les communes, les petites communes qui leur sont affiliées, sur le champ du handicap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, un CDG peut être en capacité de mettre en œuvre des actions de formation, des parcours de formation. La plupart des CDG en Nouvelle-Aquitaine ont mis en place des formations, par exemple, secrétaire de mairie. Ce sont des formations en alternance, on va dire, qui durent sur une période de 4-5 mois, qui comportent une partie professionnelle chez les employeurs, stage, et une partie théorique. Et en gros, ces formations vont pallier l'absence de contrat de professionnalisation. Il n'existe pas de contrat de professionnalisation dans le secteur public. Il existe des contrats d'apprentissage, mais il n'existe pas de contrat de professionnalisation. Ces formations, donc, mises en œuvre par les employeurs, par les CDG, peuvent intéresser des personnes que vous accompagnez, puisque les CDG mettent en œuvre ces formations avec un public travailleurs handicapés. Et ils vont sourcer auprès des Cap Emploi, mais parfois aussi auprès des agences Pôle emploi, pour savoir s'il y a des personnes que vous accompagnez qui sont intéressées à suivre cette formation pour après pouvoir du coup occuper un poste, on va dire administratif transversal au sein des collectivités. N'hésitez pas, en règle générale, le taux de transformation en emploi de ces formations CDG frôle les 90%. Derrière, en fait, 90% des personnes qui suivent ces formations ont un emploi à l'issue de la formation. Donc, n'hésitez pas donc à travailler avec les CDG qui sont quelque part un peu notre bras armé pour pouvoir aller travailler avec toutes les petites collectivités locales. Ensuite, nous, au niveau du FIP en direct, on va être en contact également avec les employeurs publics et plutôt, on va dire, les employeurs grands comptes. Alors, comment ça se passe au niveau des aides, même si bien sûr notre intervention ne se limite pas aux aides, ça passe aussi par du conseil, par de l'accompagnement, mais il y a bien sûr les aides financières. Le FIP a un catalogue des interventions que vous retrouverez, il est en accès libre, que vous retrouverez sur le site internet du FIP. Ce catalogue, il est plutôt bien fait et assez simple d'approche. À chaque fois, c'est ce qu'on voit sur le slide d'après, vous aurez une page avec qui sont les bénéficiaires des aides et sur la page de droite, les modalités d'attribution de ces aides. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est que ces aides, bien sûr, ne sont pas réservées aux fonctionnaires. Elles sont ouvertes aux contractuels, mais pas que. Elles peuvent même être ouvertes aux stagiaires en situation de handicap, aux apprentis, bien évidemment, également, et parfois aussi, selon certaines aides, aux personnes qui sont en service civique et qui sont en situation de handicap chez un employeur public. Donc, vous voyez sur la colonne de gauche, vous avez agents éligibles et vous allez avoir des catégories. Bon, là, c'est peut-être un peu petit, mais vous irez voir quand vous téléchargerez le catalogue. Vous avez les catégories selon le statut de l'agent et selon sa qualité de BOE. Et savoir après, est-ce que l'aide est mobilisable ou est-ce qu'elle n'est pas mobilisable. Ce qu'il faut retenir et qui est important, c'est que toutes les aides sont bien sûr destinées aux personnes en situation de handicap, donc ce qu'on appelle les BOE, donc bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Mais vous avez deux aides dans le catalogue du FIP qui sont, on va dire, plus en prévention, c'est-à-dire des aides qui peuvent être ouvertes à des agents qui sont, entre guillemets, seulement aptes avec restriction, donc qui n'ont pas encore basculé en situation de handicap. Ce sont les aides pour faire des études de poste et les aides pour aménager le poste de la personne. Où là, il n'y a pas besoin que la personne ait une RQTH, par exemple. Il suffit qu'elle ait une aptitude avec restriction. Donc voilà comment fonctionne le catalogue des interventions. Alors, je vous ai mis sur la slide que vous voyez les principales aides,
parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent les employeurs pensent toujours aux mêmes aides. C'est important que vous, en termes de conseillers, vous ayez une vue globale sur l'ensemble des aides qui peuvent exister, et c'est important aussi que vous expliquiez aux personnes que vous accompagnez les différentes aides auxquelles elles peuvent prétendre. Parce que finalement, parfois, c'est l'agent, la personne qui vient de se faire recruter, qui va dire à son manager, mais je crois qu'on peut bénéficier d'aide sur tel et tel besoin que j'ai. Donc, c'est important aussi que les personnes soient acteurs de leur insertion et maîtrisent, on va dire globalement, les dispositifs d'aide notamment. Ces aides, elles vont permettre aussi de sécuriser le recrutement de la personne. Vous voyez que, par exemple, il y a une aide qui concerne le transport adapté domicile-travail. Aujourd'hui, vous pouvez un employeur peut recruter une personne en situation de handicap, mais peut-être que va se poser un problème de transport lié à la situation de handicap de la personne. Alors attention, j'insiste bien, le problème de transport doit se poser, si le FIP intervient, par rapport à la situation de handicap de la personne. Ce n'est pas parce que la personne est en situation de handicap et qu'elle a un problème de transport qui n'a rien à voir avec sa situation de handicap, c'est un problème lié à la desserte de son territoire. Là, bien évidemment, là-dessus, le FIP n'interviendra pas. Le FIP va intervenir si la problématique de mobilité est en lien avec la situation de handicap de la personne. Mais vous voyez que si vous êtes au courant que le FIP peut intervenir pour prendre en charge ce transport domicile-travail, ça permettra peut-être donc de sécuriser le recrutement qui vient d'être fait. Pareil, on va pouvoir intervenir sur tout ce qui est études de poste. On l'a vu, ce n'est pas la majorité des situations qui nécessitent d'avoir une étude de poste et un aménagement de poste, mais si c'est le cas, on peut intervenir. On interviendra de la même façon que la GFIP, c'est-à-dire qu'on prend le surcoût. C'est concrètement, s'il y a besoin, par exemple, d'un fauteuil ergonomique, admettons qu'un fauteuil ergonomique coûte 100 € et que un fauteuil classique, excusez-moi, coûte 100 € et qu'un fauteuil ergonomique coûte 500 €, le FIP ne financera pas les 500, il va prendre en charge le surcoût, c'est-à-dire les 400 €. Le surcoût lié à la situation de handicap. C'est la même chose dans le secteur privé, c'est les mêmes modalités en termes de surcoût que pratique également la GFIP. Pareil, peut-être que sur certains recrutements, il va falloir sécuriser en proposant un accompagnement pour la personne que l'employeur va recruter, un accompagnement humain qui peut passer par une auxiliaire qui va intervenir pour peut-être des tâches que la personne ne peut pas faire du fait de son handicap. C'est souvent une question qui m'est demandée, est-ce qu'il existe la fameuse RLH, reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui existe dans le secteur privé? Pour ceux à qui la RLH ne dit rien, dans le secteur privé, effectivement, pour certains types de handicap, le secteur privé considère qu'il peut y avoir une reconnaissance de la lourdeur du handicap et dans ces cas-là, l'employeur perçoit une sorte d'indemnité pour compenser la perte de productivité de la personne. La RLH n'existe pas dans le secteur public. Donc, ce qui peut intervenir quand on a une personne qui est lourdement handicapée, c'est l'auxiliaire de vie dans le cadre des activités professionnelles, c'est-à-dire que le FIP va financer une aide humaine, quelqu'un qui va accompagner la personne dans ses gestes professionnels. Il existe aussi la possibilité de recourir à une auxiliaire toujours sur le lieu de travail, mais pour des gestes de la vie personnelle, c'est-à-dire emmener la personne, l'accompagner pour se restaurer le midi, voilà, plus sur des actes de la vie personnelle, mais sur le lieu de travail. Bien sûr, tout ce qui est interprétariat également peut être pris en charge au titre des aides humaines. Les bilans de compétences, si vous avez bien retenu ce que j'ai dit, ça va être que pour les agents qui sont en situation de handicap, puisque toutes ces aides sont versées à l'employeur. On ne verse jamais à la personne. Donc, c'est ce qu'on va voir immédiatement sur les principales, au-delà des principales interventions, c'est comment on fait pour bénéficier en fait de ces aides. Alors, comment on fait? Vous avez deux types d'employeurs. La majorité des employeurs sont concernés par ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle la plateforme Internet du FIP. C'est la plateforme des aides.
Ça concerne les employeurs aussi bien de la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique d'État. Ce sont des employeurs qu'on va qualifier de petits employeurs. Donc, ce sont forcément des employeurs qui ont moins de 650 agents et c'est des employeurs qu'on appelle des employeurs non conventionnés. En fait, c'est ce qu'on va voir après. Vous avez deux types d'employeurs. L'employeur qui est sous convention et l'employeur qui est sous plateforme. L'employeur qui est sous plateforme, donc qui correspond à la majorité des employeurs. C'est un employeur qui va du coup se faire rembourser par le FIP sur la plateforme Internet du FIP. Concrètement, si je prends un exemple, on a un employeur qui a besoin d'un fauteuil ergonomique pour un agent qu'il vient de recruter ou un agent qu'il avait déjà en poste. Eh bien, il va acheter ce fauteuil ergonomique et il va se connecter sur le site Internet du FIP. Il va donner la facture, donner tous les justificatifs, le justificatif comme quoi la personne est bien bénéficiaire de l'obligation d'emploi, le calcul, le montant qu'il reste à charge pour le FIP, et le FIP va le rembourser. Donc, ce n'est pas instruit en région, comme pour le secteur privé, c'est instruit au niveau national, puisque c'est la Caisse des dépôts qui gère cette plateforme, donc qui est dépersonnalisée. Quand l'employeur met en ligne, il n'a pas accès à quelqu'un qui va le conseiller, qui va lui dire où il faut cocher la ligne. Tout se fait par l'outil numérique. Il faut savoir que les centres de gestion de la fonction publique territoriale, dans le cadre du partenariat financier qu'ils ont avec le FIP, sont amenés à conseiller et à aider notamment donc les communes qui leur sont affiliées pour pouvoir se connecter quand c'est une première connexion et que l'employeur ne sait pas faire. Idem pour les Cap Emploi. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à renvoyer un employeur avec lequel vous êtes en contact et qui peut-être n'a jamais eu l'occasion de demander des aides sur la plateforme du FIP. S'il est dans la territoriale, vous pouvez le renvoyer sur le CDG si c'est une petite collectivité, et vous pouvez le renvoyer aussi sur le Cap Emploi, qu'il soit de la territoriale, de l'hospitalière ou de l'État. Les demandes individuelles, ce sont donc des approches individuelles, c'est-à-dire que l'employeur, en fait, au cas par cas, va aller se connecter, comme je viens de vous l'expliquer, sur la plateforme Internet du FIP. Il faut savoir que le montant des remboursements qu'il peut percevoir par le FIP est limité à 40 000 € par an. Généralement, avec 40 000 €, un employeur a de quoi faire. Il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. C'est un remboursement, comme je vous l'ai indiqué, sur facture. Ça veut dire que l'employeur doit faire la dépense et il se fait rembourser par le FIP. C'est généralement assez rapide dès lors que l'employeur a bien envoyé tous les justificatifs, parce que souvent l'employeur ne lit pas jusqu'au bout le catalogue et il va manquer une pièce. Et comme c'est avec des échanges numériques, ça peut vite être un peu compliqué. Donc, il faut vraiment inciter l'employeur à bien lire le catalogue du FIP pour bien cocher tous les justificatifs et s'assurer qu'il a bien tout envoyé en une seule fois pour simplifier les choses. Et donc, comme je vous le disais, une instruction nationale par la Caisse des dépôts. Donc voilà, comment ça se passe. Donc, vous avez bien compris que la personne ne peut pas faire de demande. Ça passera toujours par l'employeur, même sur des équipements de la personne. Admettons qu'on ait une personne qui ait besoin de prothèse auditive, même si c'est elle qui va faire les démarches, aller voir avec son audioprothésiste, pour autant, c'est bien l'employeur qui va faire la demande sur la plateforme du FIP, qui va se faire rembourser par le FIP, quitte à ce qu'après, lui, rembourse l'agence si c'est l'agent qui a acheté sa prothèse auditive. Donc, ça ne passe toujours par l'employeur. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, je vous ai mis quelques chiffres sur les dernières années. En gros, le FIP verse un montant de l'ordre de 2 millions, 2,5 millions chaque année aux employeurs qui sont dans notre région par rapport à l'accompagnement donc de personnes qu'ils viennent de recruter qui sont en situation de handicap ou d'agents qui étaient déjà dans leurs effectifs et qui sont en situation de handicap. Vous voyez que les employeurs qui consomment, entre guillemets, le plus
ce sont les employeurs de la fonction publique territoriale, FPT, donc fonction publique territoriale, avec pratiquement 2 millions. La fonction publique hospitalière dans une moindre mesure, et puis la fonction publique d'État encore moins. Alors, pour la fonction publique d'État, ça s'explique parce que vous avez peu d'employeurs de la fonction publique d'État qui sont indépendants. Tous les services déconcentrés, la DRAC, la DIREC dont je vous parlais, le rectorat, dépendent des ministères, donc ne sont pas gérés au niveau régional. Donc finalement, les employeurs de la fonction publique d'État qui sont indépendants et qui font leurs demandes au niveau régional, ce sont les employeurs publics de la fonction publique d'État qui sont, on va dire, autonomes, comme les universités, comme l'Agence des services et paiements à Limoges. Voilà, des gros employeurs publics, mais qui sont indépendants dans leur gestion RH. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur la plateforme Internet du FIP. Je vous ai dit qu'il y avait une deuxième catégorie d'employeurs. Ce sont les employeurs publics sous convention. Alors, que les choses soient claires, les employeurs publics sous convention, ce sont obligatoirement des employeurs de taille assez conséquente. Ce sont donc généralement des employeurs qui ont plus de 650 agents. Un employeur public qui a plus de 650 agents n'est pas obligatoirement sous convention. C'est un choix de sa part. Il peut rester sous plateforme. Donc concrètement, ça veut dire que sous plateforme, vous avez forcément les employeurs de moins de 650 agents. Eux, c'est clair, ils ne pourront pas être sous convention. Mais vous n'avez pas que cela. Vous avez aussi les gros, ceux qui ont plus de 650 agents, mais qui ont décidé de ne pas être sous convention. J'espère que c'est clair. Donc, sous convention, par contre, on a forcément des gros. Pourquoi on a forcément des gros? Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour un employeur public d'avoir fait le choix d'être sous convention? Ça veut dire que c'est un employeur public qui se dit « Moi, je veux aller plus loin en matière de handicap que l'accompagnement individuel de mes agents. » C'est-à-dire que je me dis que oui, c'est intéressant, c'est important de peut-être acheter une prothèse auditive, financer un fauteuil ergonomique, financer de l'interprétariat. Mais je m'aperçois que si je veux vraiment être un employeur inclusif, je dois aller plus loin et je dois porter une politique RH en matière d'inclusion. Donc, ça veut dire une politique qui soit structurée avec des axes où on sait où on va, où on se donne des objectifs. Et c'est ça que le FIP appelle être sous convention. Ça veut dire que le FIP propose à ses employeurs de se servir de la convention comme un outil RH pour porter véritablement une politique handicap interne qui soit ancrée dans le temps et qui va s'articuler autour de 3 axes. Et c'est là où c'est intéressant pour vous et c'est là où il faut que vous connaissiez sur vos territoires quels sont les employeurs sous convention. Pourquoi ? Parce que l'employeur sous convention, il porte une politique structurée. Ça veut donc dire qu'il va porter une politique qui va comporter un axe sensibilisation, communication de l'ensemble de son collectif de travail, parce que sans sensibilisation, on n'arrive pas à insérer des personnes en situation de handicap. C'est la base d'enlever toutes ces idées reçues qu'on a autour du handicap au travail. Donc, premier axe, sensibilisation, communication. Deuxième axe, maintenir dans l'emploi ses propres agents en situation de handicap. Et troisième axe, et c'est là où ça vous intéresse, recrutement de personnes en situation de handicap. Ça veut dire qu'un employeur sous convention, il s'engage à recruter des personnes en situation de handicap. Une convention, ça dure 3 ans. Donc, le FIP va travailler avec cet employeur pour arriver à une politique handicap triennale qui pourra être renouvelée sur une deuxième, voire sur une troisième période triennale. J'ai des employeurs publics en Nouvelle-Aquitaine, ça va faire la 3e convention triennale qui est en œuvre au sein de leur établissement. Vous avez bien compris que du coup, une convention, ce n'est pas juste un morceau de papier qu'on signe comme ça pour faire beau et qu'on accroche dans le bureau du directeur des ressources humaines. C'est véritablement une décision importante pour un employeur parce qu'il va travailler
souvent en mode projet. Il va travailler avec un groupe projet au sein de son collectif pour réfléchir à leur politique handicap, quels objectifs, quels moyens on se donne sur cette période de 3 ans. Concernant le recrutement, c'est très clair, c'est une obligation chiffrée. C'est-à-dire que le FIP va demander à l'employeur, sur la période de 3 ans, d'estimer, alors ça reste un exercice prévisionnel, mais pour autant, on demande à l'employeur d'estimer combien, sur 3 ans, il compte recruter de personnes, travailleurs handicapés ou pas, peu importe, combien, quels sont ses objectifs de recrutement sur 3 ans, tout poste confondu, dès lors qu'on est sur des postes pérennes. Donc, pas le CDD de 2 mois pour l'été, le poste pérenne. Si l'employeur dit, moi, sur 3 ans, je pense qu'on sera amené à recruter 100 personnes, il s'oblige à minima à recruter 6 personnes en situation de handicap. On retrouve notre taux de 6%. On le retrouve, mais ça n'a rien à voir avec la contribution que l'employeur doit payer. Si l'employeur public sous convention a un taux à 3% et qu'il doit payer une contribution, même s'il est sous convention, il devra quand même s'acquitter de sa contribution. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Bien évidemment, s'il porte une politique handicap, ça veut dire quand même qu'a priori, il va faire progresser le handicap au sein de son établissement et il y a des chances, et c'est ce qu'on attend aussi, que son taux d'emploi augmente dans les années à venir. Mais c'est le seul lien. Donc, l'avantage pour un employeur public sous convention, c'est que finalement, il s'engage dans la durée, il porte une véritable politique handicap et puis, en termes de financement, il est préfinancé. C'est-à-dire qu'au terme de son travail d'élaboration de sa politique handicap, on va arriver sur un plan de financement sur 3 ans en se disant, voilà, sur 3 ans, j'estime, j'ai besoin de 400 000 euros. Sur les 400 000 euros, voilà mes différents axes. Je vais avoir besoin de temps pour faire du maintien dans l'emploi, temps pour faire du recrutement, temps pour faire de la communication. Et sur ces 400 000 euros, le FIP va prendre en charge entre 50 et 80% du montant. Point positif et point plus souple pour l'employeur sous convention que l'employeur sous plateforme, c'est que le FIP va préfinancer cet employeur. Concrètement, si le FIP s'est engagé sur 3 ans à verser, par exemple, 300 000 euros à l'employeur public pour ses actions handicap, il va lui verser dès le début de la première année un tiers, donc 100 000 euros. Ça veut dire que l'employeur public sous convention avec lequel vous travaillez ne peut pas vous dire « oui, mais je n'ai pas les budgets ». Il les a puisqu'on l'a préfinancé en début d'année en lui donnant un tiers du montant sur lequel on s'est engagé à aller sur 3 ans. Bien évidemment, c'est de l'argent public. Donc, à la fin de la première année, l'employeur va nous faire un bilan, va nous dire où il en est, ce qu'il a fait avec cet argent, ce qu'il prévoit de faire sur l'année 2. Et nous, on va regarder pour savoir combien on doit lui verser en acompte numéro 2 en fonction de ce qu'on lui avait versé, de ce qu'il a consommé et de ce qu'il prévoit de faire sur l'année 2. Ainsi de suite, jusqu'à 3 ans. Et au bout de 3 ans, il nous fait un bilan final. On regarde où il en est. Moi, je suis destinataire de ces bilans annuels, ce qui nous permet notamment sur le champ du recrutement de regarder où il en est par rapport à ses objectifs qu'il avait pris. Concrètement, l'employeur qui, par exemple, m'avait dit « moi, je m'engage à recruter 2 apprentis en situation de handicap à chaque rentrée », eh bien, je vais regarder où il en est. Si jamais je m'aperçois qu'il n'est pas du tout dans les clous, on va se voir, on va réfléchir pourquoi ça ne marche pas, quel est le problème, comment vous avez sourcé, est-ce que c'est un problème de candidat, est-ce que c'est un problème de CFA que vous n'avez pas trouvé sur votre territoire. Voilà, pour essayer de faciliter les choses avec cet employeur et faire en sorte qu'il puisse raisonnablement réussir à atteindre les objectifs sur lesquels il était parti, notamment sur l'axe recrutement. Voilà ce que je voulais vous dire sur les employeurs publics sous convention. Vous avez sur le slide qui suit la liste d'un certain nombre d'employeurs publics qui sont donc sous convention en Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez que la plupart des départements de notre région sont sous convention,
sauf les départements du Limousin. Je ne désespère pas à ce qu'on arrive à avoir certains départements du Limousin qui conventionnent avec le FIP. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation avec les départements du Limousin. Je travaille pas mal, notamment avec le département de la Corrèze. Et peut-être que dans les années à venir, on arrivera à être sous convention. Vous avez les principales villes et agglomérations également de notre région. Je ne vous ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on peut envisager des conventions groupées. Donc, de plus en plus, notamment pour les villes et les agglos, on a une seule convention, mais qui concerne la ville et l'agglomération et parfois aussi le CCAS. Idem pour la fonction publique hospitalière, où de plus en plus, on a des conventions qui se font au sein du groupement hospitalier territorial. Par exemple, en Charente, nous venons de reconventionner avec le GHT 16, c'est-à-dire les 8 établissements hospitaliers de Charente. Et là, à l'occasion de leur renouvellement de convention, ils ont rajouté 4 EHPAD qui sont en direction commune. Donc voilà, on est en train de réfléchir, par exemple, aussi en Dordogne avec le GHT de Dordogne, donc qui recoupe les établissements hospitaliers de Périgueux, de Vauclair, voilà. On a bien sûr les CHU de Limoges, de Bordeaux. On travaille également avec des universités, l'université de Bordeaux-Montaigne. L'université de Bordeaux, la plus grosse, est en train de réfléchir et de travailler à son conventionnement. On a l'université de Poitiers, de Limoges. L'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine est en train de travailler son conventionnement. Voilà, donc ça vous donne déjà une vue de ces employeurs publics qui sont sous convention. Ce qui est intéressant pour vous de savoir, c'est que bien évidemment, quand un employeur public est sous convention, il y a forcément un référent handicap au sein de cet établissement, puisque pour mener cette politique handicap, c'est pas tout de l'avoir réfléchi, de l'avoir travaillé, il faut après la mettre en œuvre. Donc, il va falloir quelqu'un en interne qui va être sur une posture transversale, qui va être en contact avec les services maintien dans l'emploi, avec les services santé en travail, mais aussi avec la direction des ressources humaines sur le pôle recrutement pour mettre en musique cette politique handicap. Donc, je vous indiquerai, puisque vous aurez accès à ce PowerPoint, j'en profiterai pour vous indiquer la liste des référents handicap de ces employeurs publics sous convention. Merci, merci Caroline. Donc, par rapport au sondage, là, que quand même, il n'y a pas forcément un nombre répondant, mais enfin, 74% des personnes qui ont répondu au sondage ne connaissaient pas le catalogue des aides du FIPHFP, voilà, qui est téléchargeable sur le site du FIPHFP. Et bon, on n'a pas beaucoup plus de répondants, 15 répondants, mais ne connaissez pas non plus le réseau des correspondants handicap. Et vous êtes nombreux à nous avoir demandé la liste des employeurs conventionnés et des correspondants handicap, qui donc vous seront adressés à l'issue de ce webinaire. Si vous voulez, Caroline, on peut passer peut-être aux questions. Aux questions qui ont été posées. Donc, il y a une question. Est-ce que le FIPHFP participe au cofinancement des formations qualifiantes comme la RUFIP? Non. Alors, pour tout ce qui est formation, on va, comme je l'ai dit, financer les formations toujours dans le cadre de l'employeur. Donc, bien sûr, dans le catalogue des aides, vous retrouverez un axe formation, mais on ne va pas financer la formation du demandeur d'emploi. Par contre, bien évidemment, la personne qui est en poste et qui a besoin, par exemple, d'une formation pour envisager une reconversion professionnelle, bien évidemment en lien avec sa situation de handicap, on pourra intervenir en termes de prise en charge. De mémoire, on prend en charge 60% du salaire chargé de la personne pendant qu'elle est sur son temps de formation, plus les frais de formation de la personne. Par contre, on le verra tout à l'heure, on prend en charge, alors c'est la petite exception peut-être, enfin on prend en charge aussi les contrats d'apprentissage, l'axe formation. Mais on fera un zoom tout à l'heure sur le contrat d'apprentissage, mais sachez que bien sûr, on prend en charge les frais de formation dans le cadre du contrat d'apprentissage.
Donc, il y a d'autres questions. Comment peut-on savoir si un employeur est conventionné ou pas? Eh ben, alors, d'une part, vous allez le savoir puisque je vais vous communiquer cette liste et que cette liste, elle est régulièrement mise à jour quand il y a de nouveaux employeurs qui conventionnent. Vous pouvez aussi avoir accès à ces informations sur le site Handipact Grand Ouest. Et puis, il suffit de lui demander. Est-ce que vous êtes sous convention? En principe, c'est la direction des ressources humaines qui est au courant. Alors, attention aussi, ne vous imaginez pas parce que l'employeur est sous convention que d'un coup, vous rentrez dans un monde idéal. Bien sûr, l'employeur qui est sous convention, ça veut dire que c'est un employeur qui doit être quelque part un client, entre guillemets, privilégié pour vous, puisque c'est un prospect privilégié. Vous pouvez lui dire, écoutez, je sais que vous êtes sous convention. Ça veut dire que vous portez une politique inclusive. Ça veut dire que vous avez pris des engagements à recruter. Et moi, Pôle emploi, je peux vous aider pour que vous réussissiez à remplir vos obligations dans le cadre de vos engagements en matière de recrutement. Mais vous pouvez aussi tomber sur un manager de proximité qui n'est pas forcément au courant que l'employeur est sous convention parce que c'est souvent des très grosses structures. Quand vous vous adressez par exemple au CHU de Bordeaux ou à Bordeaux Métropole et à la ville de Bordeaux qui sont aussi sous convention, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux, c'est au final pratiquement 10 000 agents. Toute la difficulté aussi sur ces grosses structures, c'est de diffuser les messages et que l'ensemble des managers de proximité soient au courant qu'il y a une volonté politique de porter une politique inclusive dans le cadre d'un conventionnement FIP. Donc, n'hésitez pas à lui dire, si lui ne sait pas, à lui dire, renseignez-vous. Et puis, bon, autrement, vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun souci, ou m'envoyer un petit mail et je vous réponds sans aucun problème. Donc, pourra-t-on mettre l'ensemble de ces éléments à disposition dans l'intranet de Pôle emploi? Alors, j'espère, évidemment, nous n'avons pas la main sur cet intranet, mais j'espère que vous tous ferez en sorte que tous ces éléments puissent être accessibles à tous, ainsi que le replay d'ailleurs du webinaire, puisque vous allez recevoir un mail avec ce replay et que vous pourrez le partager. Il y a 2 autres questions et je pense qu'on n'en prendra pas d'autres parce qu'il faut quand même continuer. Y a-t-il un coût pour l'employeur à établir une convention? Et comment communiquez-vous sur votre action auprès des employeurs? Travaillez-vous avec des structures comme Cap Emploi ou des conseillers entreprises comme Pôle emploi? Voilà. Et il y a monsieur Vincent Pou qui propose donc j'imagine, de poster tous ces éléments sur l'intranet de Pôle emploi. Merci, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a un coût pour l'employeur? Il y a un coût humain. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, être sous convention, ça veut dire travailler cette politique handicap. Ça veut dire qu'il faut que l'employeur soit conscient que, comme je l'ai dit aussi de façon un peu provocatrice, c'est pas juste un document qu'on signe au bas de la page. Faire une convention, c'est 2, 3, 4, 5 mois de travail. Alors parfois, vous avez des employeurs qui décident de se faire accompagner par des prestataires externes, des cabinets de consultants. Vous avez certains cabinets de consultants qui sont spécialisés sur la mise en œuvre d'une politique handicap pour un employeur. Donc là, ça veut dire qu'il y a un coût. Mais le coût, surtout, c'est le coût humain de disponibilité de collaborateurs qui vont faire partie de ce groupe projet et qui vont travailler. Bien évidemment, moi, en tant que donc délégué régional, je vais également aussi accompagner cet employeur public pendant toute la durée de son élaboration. Vous imaginez bien que compte tenu de la taille de la région, je ne peux pas être à chaque réunion chez chaque employeur, ça ne sera absolument pas possible, mais je viens à chaque moment de restitution dans le cadre du process d'élaboration pour pouvoir du coup travailler avec cet employeur public. Comment faire connaître le conventionnement? C'est de la prospection. Donc, comme je vous disais que la volonté du FIP, c'était d'être sur le terrain, effectivement, je partage mon temps entre des réunions plus institutionnelles avec les acteurs que vous connaissez bien, et puis aussi des rendez-vous en direct chez les employeurs publics sur l'ensemble de notre région pour aller expliquer ce qu'est une convention, ce qu'est une politique handicap. Parce que, vous l'avez compris, ce n'est pas tant la convention qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que l'employeur porte une vraie politique.
On s'aperçoit que parfois, il suffit qu'il y ait un DRH qui était assez ouvert sur le champ du handicap et un peu sensibilisé. On s'aperçoit que s'il s'en va, bah, clac, tout s'arrête. Alors que si l'employeur est sous convention, c'est au moins une garantie que cette politique est actée et ancrée presque dans les gènes de l'employeur et qu'elle va perdurer quelle que soit la personne qui sera à la tête de la direction des ressources humaines ou quel que soit l'impact politique avec des changements parfois électoraux. Donc, premier axe pour communiquer, c'est ça. Et puis, c'est bien sûr s'appuyer sur tout l'écosystème du handicap. Les Cap Emploi, bien évidemment, je vous ai dit qu'on les finançait. Donc, ça veut dire que moi, je suis en relation non seulement avec les 12 directeurs de Cap Emploi, mais aussi les équipes. J'ai fait le tour il y a quelques temps de tous les Cap Emploi pour voir pas que les directeurs, mais les conseillers, pour expliquer et donner toutes les infos que je peux vous donner aujourd'hui. C'est vrai que l'outil webinaire permet aussi davantage de travailler avec vous, les agents de Pôle emploi, parce que je ne peux pas non plus là aussi aller faire le tour de toutes les agences Pôle emploi. Donc justement, ces outils numériques nous permettent de toucher un plus grand nombre, de pouvoir les afficher sur également votre intranet pour que du coup tout le monde soit bien au courant de ce qui se passe dans le secteur public. Mais bien sûr, on va travailler, je vous disais aussi, avec les dispositifs emploi accompagnés, avec les associations, avec l'APF, avec Trisomie 21, avec les acteurs de santé au travail. On est un institutionnel au contact de tous les acteurs de l'écosystème du handicap. Merci Caroline, il nous reste une petite demi-heure. Je pense que nous allons poursuivre l'intervention avec la prochaine diapo. Ok, alors je vais essayer de passer peut-être un petit peu vite sur cette partie, mais ça me semblait quand même important que vous ayez des éléments sur globalement l'emploi des personnes handicapées dans le secteur public. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Parce que pour ceux notamment qui sont conseillers entreprises, d'ailleurs on devrait dire conseiller employeur, parce qu'entreprise ça a une connotation privée, conseiller employeur au moins c'est public et privé. Donc pour ceux qui sont conseillers employeurs, je vais suggérer ça Monsieur Touveau, pour ceux qui sont conseillers employeurs, qu'ils aient peut-être quelques clés pour faciliter leur travail quand ils vont à la rencontre d'un employeur public. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'emploi, qui est donc fixé à 6% dans le secteur privé comme dans le secteur public, dans le secteur public, il est très important. Dans le secteur privé, on est de mémoire à peine à 4%. Donc, ça veut dire que quand vous allez voir une entreprise privée, vous pouvez très bien lui dire, en recrutant une personne en situation de handicap, vous allez faire augmenter votre taux et du coup payer moins de contributions. Faites attention, ce discours, il ne marche pas toujours dans le secteur public parce que vous allez rencontrer un certain nombre d'employeurs publics qui va vous dire « mais moi, je ne paye plus depuis des années de contributions parce que depuis des années, je suis au-dessus des 6%. » C'est ce qu'on voit sur la courbe qui apparaît. Donc, depuis, vous vous souvenez, 2005, les employeurs publics sont assujettis à cette contribution. Vous voyez que selon la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière ou État, les taux d'emploi n'ont eu de cesse d'augmenter, c'est ce qu'on voit sur le slide d'après, dans le secteur public. On est parti d'un taux d'emploi autour de 3,74% en 2006. En 2016, on était à 5,32 et je vous ai fait apparaître sur le slide qui suit les derniers taux d'emploi au niveau national et au niveau Nouvelle-Aquitaine. TEL, c'est le taux d'emploi légal, donc qui prend en considération le nombre de personnes en situation de handicap chez l'employeur public, mais aussi les dépenses déductibles qu'il peut faire auprès du secteur notamment protégé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'emploi légal. Donc, vous voyez qu'il approche les 6%, tout secteur public confondu au niveau national. Et en Nouvelle-Aquitaine, on est sur un taux global à 6,53, avec dans la territoriale et dans l'hospitalière des taux qui dépassent les 6%. Un taux moyen dans la territoriale qui est à 7,11%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être amené à rencontrer des employeurs publics qui ont des taux à 10%. On a contractualisé l'année dernière avec l'agglomération et la ville de Pau, qui étaient avec des taux de l'ordre de 10%. L'agglomération d'Angoulême est sur un taux, je crois que c'est la ville, autour de 11%. Donc, c'est des taux qui sont assez conséquents. Pourquoi cette différence privé-public par rapport à ces taux d'emploi?
En fait, alors, certains vous diront, il y a peut-être des modes de calcul. Alors, c'est vrai qu'il y a trois différences qui peuvent un peu faire expliquer des petits ajustements différents publics-privés. Mais la véritable cause, elle n'est pas là. La véritable cause, c'est que quand on vous demande en tant qu'employeur de déclarer, vous déclarez vos personnels en situation de handicap. Vous ne déclarez pas uniquement les personnes que vous avez recrutées. Vous déclarez dans votre effectif combien vous avez de personnes en situation de handicap. Ça veut donc dire combien de personnes vous avez recrutées, mais aussi combien de personnes sont en situation de handicap et donc combien de personnes parmi vos effectifs ont basculé en situation de handicap pendant l'année. Et dans le secteur public, on s'aperçoit que certes, les employeurs publics ont recruté, c'est indéniable, ils ont eu des politiques visant à insérer des candidats en situation de handicap, mais ils ont aussi eu un certain nombre de leurs propres agents qui n'étaient pas en situation de handicap et qui ont basculé en situation de handicap en cours de carrière du fait de 3 caractéristiques, l'âge, la pénibilité et l'allongement des carrières. Je passe vite sur cette partie, mais pour vous donner un exemple très concret et pour aller plus vite, quand vous prenez un conseil départemental, par exemple, il n'est pas rare que vous avez des agents sur les routes, sur l'entretien des routes, qui sont rentrés dans la collectivité très jeunes, à 20 ans, qui n'étaient pas en situation de handicap et qui sont restés sur le même poste, qui ont maintenant peut-être 58 ans, 55 ans, et qui, du fait d'une certaine pénibilité au travail en travaillant sur les routes, alors certes, ce n'est pas de l'amiante, mais il y a des gestes répétitifs qui occasionnent des problématiques, notamment de type troubles musculo-squelettiques, qui font que ces agents vont basculer en situation de handicap du fait de l'âge avançant et plus du fait de la pénibilité du métier. Donc, on pourrait qualifier, dire de façon peut-être un petit peu provocatrice que dans certains cas, le secteur public fabrique du handicap. C'est le cas aussi des hôpitaux qui recrutent des aides-soignantes qui, à 20 ans, tout va bien, mais à 40, 45 ans, vont se retrouver avec le dos complètement cassé du fait d'avoir porté des malades et qui basculent avec une RQTH et à qui on dit, madame, maintenant, il faut trouver un autre poste parce que vous devenez inapte à votre poste. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec nous, puisque nous, on travaille plutôt aujourd'hui sur les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Le rapport, c'est que spontanément, quand vous allez voir un employeur public, il faut savoir que lui, sa problématique principale et celle à laquelle il va penser tout de suite, c'est mon problème de maintien dans l'emploi de mes propres agents qui ont basculé en situation de handicap. Et si j'osais, je pourrais dire que un employeur public, si vous allez le voir en lui disant, voilà, ça serait bien que vous recrutiez une personne en situation de handicap par rapport aux besoins, quels sont vos profils, spontanément, il peut avoir dans sa tête l'idée de se dire, non mais attendez, moi, j'ai déjà tout mon propre personnel qui a basculé en situation de handicap, qu'il faut que je reclasse en interne, parce que dans le public, la première réponse, ça ne va pas être le licenciement, ça va être le reclassement. On va essayer de voir comment on peut reclasser la personne sur d'autres services. Et c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours des postes qui permettent de reclasser tout le monde. Donc, le RH, il est déjà embêté par ça. Donc, dans sa tête, il se dit, attends, je ne vais pas en plus aller recruter de nouvelles personnes en situation de handicap alors que j'ai déjà mon propre personnel qui est en situation de handicap qu'il faut que je gère. Donc ça, c'est sa première remarque. Et c'est important pour vous que vous ayez ça en tête. Parce que vous, votre rôle, ça va être de lui dire et de lui pointer du doigt que s'il a un taux d'emploi important, c'est par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il a des agents qui ont basculé en cours de carrière en situation de handicap du fait de la pénibilité, mais aussi de l'âge. Amener l'employeur public à regarder quel est l'âge moyen de ses effectifs. Généralement, il va vous dire 48 ans. Mais quel est l'âge moyen de ses effectifs BOE, ceux qui déclarent sur ces 6%? Et il va s'apercevoir que l'âge moyen de ces BOE, c'est plutôt 55 ans. Et si ces âges moyens, c'est plutôt 55 ans, ça veut dire que dans 5 ans, il faut qu'il fasse une petite projection. Il va s'apercevoir que dans 5 ans, il va avoir un certain nombre d'agents en situation de handicap qui vont prendre leur retraite. Et son taux, qui est peut-être à 6, 7, 8%,
il risque de s'écrouler et de diminuer à 5 ou 4% s'il n'a pas recruté de nouveaux agents en situation de handicap. Et ça, c'est important pour vous de l'avoir en tête pour pouvoir expliquer aussi, c'est un argument finalement pour pouvoir contrer le fait de dire mais moi je suis déjà à 8%, ça veut dire que tout va bien, que je suis bien. Alors, ce taux, il ne veut pas dire non plus que tout va bien, ça veut juste dire que vous avez beaucoup d'agents qui sont en situation de handicap, mais ça ne veut pas dire que vous portez une politique volontariste sur le champ du recrutement. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Il y a 15 jours, je discutais avec un employeur public qui était un hôpital, pour rien vous cacher, un hôpital de Poitou-Charentes, et qui me disait, Madame Decaltre, on est intéressé à travailler un conventionnement, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de réfléchir sur le maintien dans l'emploi. Parce que le recrutement… Et puis je leur dis, mais c'est quoi l'âge moyen? Et bien, ils se sont aperçus que l'âge moyen, c'était 55 ans, et que finalement, il fallait réfléchir aussi recrutement et pas que maintien dans l'emploi. Donc voilà, donc gardez ça en tête. Vous aurez quelques éléments là sur les slides qui suivent sur l'âge moyen. Voilà, mais je vois l'heure qui passe, donc je voulais vraiment garder du temps pour parler recrutement et notamment recrutement dans le cadre de l'apprentissage. Alors, donc éléments sur le recrutement. Donc, par rapport à ce que je viens vous dire, finalement, pourquoi un employeur public est amené à recruter une personne en situation de handicap? Mais je pense que déjà, et ça c'est important de le dire, c'est parce qu'il a besoin de compétences. On n'est pas en train de faire un acte de charité. Non, on recrute un profil qui correspond à un besoin. Il se trouve qu'on souhaite recruter, s'ouvrir davantage sur des compétences de personnes qui sont en situation de handicap. Mais avant tout, on recherche une compétence. Et la personne handicapée a une compétence. Ça, c'est quand même hyper important de le rappeler. Alors, ça ne veut pas dire que sur certains employeurs publics, la dimension intérêt général ne jouera pas, notamment sur des petites communes. Forcément, ils peuvent aussi, ils vont être plus en lien avec les habitants, donc ils peuvent être peut-être plus sensibles à la question du handicap, mais pas que à la question du handicap. Ils seront plus sensibles à la question humaine et vous avez beaucoup d'élus qui reçoivent lors de permanences des personnes qui viennent, voilà, je cherche un emploi, mon fils ne trouve pas d'emploi. Voilà, c'est pas que la question du handicap, c'est qu'il y a une relation humaine qui est plus développée peut-être au niveau des petites communes parce qu'on habite à un endroit et on a une relation avec le maire qui lui aussi est employeur. Mais en règle générale, l'idée c'est j'ai besoin d'une compétence, je cherche quelqu'un. Bon. Il y a le deuxième argument qui est anticiper nos fameux départs en retraite dont je parlais juste à l'instant. Et puis, il y a bien sûr cette obligation légale. C'est vrai qu'on a quand même un contexte budgétaire qui est quand même complexe dans le secteur public. Et bien évidemment, pour les employeurs publics qui payent encore des contributions, et il y en a encore, et heureusement d'ailleurs, hein, ça permet au FIP de vivre quelque part, puisque je vous rappelle, ce sont nos ressources. En tous les cas, pour les employeurs publics qui payent des contributions, le fait de recruter, c'est un argument pour leur dire que vous allez diminuer votre contribution annuelle. Donc ça, c'est important. Donc voilà, en gros, pourquoi recruter, quels sont les arguments que vous pouvez développer face à un employeur public. Alors, je voulais vous donner aussi quelques indices sur quelles sont les clés d'un recrutement réussi. Ne pensez pas que le recrutement, c'est juste, ça y est, on y est arrivé, on a une rencontre entre un employeur et une personne, tout va bien. Certes, tout va bien, mais il va falloir assurer que tout aille bien dans le temps. Donc, les clés d'un recrutement réussi, c'est aussi sécuriser l'emploi, notamment de la personne en situation de handicap. Donc, bien réfléchir en amont si on a bien tout bordé. Est-ce qu'il y a besoin d'un aménagement? Est-ce que du coup, on a bien pensé à cet aménagement dès le départ? Est-ce qu'on est sur une situation avec une personne qui a besoin d'un accompagnement peut-être humain parce qu'il y a peut-être une problématique de fragilité psychique? Il y a suffisamment de prestataires qui accompagnent en région Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est sûr que ça peut être parfois compliqué de s'y retrouver parmi tous ces accompagnements qui existent, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui que je développe. On pourra le faire une autre fois et puis peut-être avec nos collègues de la GFIP, puisque finalement c'est commun, privé, public. Mais voilà, sachez qu'il y a des structures qui accompagnent l'employeur et qui vont sécuriser le recrutement qui vient d'être fait. Il faut aussi, je pense, avoir une adaptation du poste qui soit expliquée, qui est juste. Et ça, c'est important aussi pour que la personne soit bien intégrée au sein d'un service. Et puis,
quand on parle apprentissage, et ça vraiment je vais vous en parler, c'est le rôle clé du maître d'apprentissage qui a une importance importante pour réussir un contrat d'apprentissage en règle générale et encore plus un contrat d'apprentissage avec quelqu'un qui est en situation de handicap. Alors, zoom sur le contrat d'apprentissage qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est un contrat qui est encore trop limité, d'ailleurs, et dans le secteur privé et dans le secteur public. Vous le voyez, les entrées en 2018 au niveau national, secteur privé, tout apprenti, hein, TH, pas TH, c'est 300 000 personnes, secteur public, 15 000 personnes. Là-dessus, la part des apprentis qui sont rentrés en apprentissage en 2018 et qui étaient en situation de handicap, vous avez pratiquement 5% dans le secteur public et 1% dans le secteur privé. C'est vraiment rien du tout. Je vous rappelle que ces chiffres-là, c'est au niveau national. Alors, en région Nouvelle-Aquitaine, la Directe m'a transmis les chiffres il y a peu. Je suis plutôt satisfaite, même si ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais on est en gros à 8% pour le secteur public. Donc, on est au double. De la moyenne nationale. Pour autant, en valeur absolue, ça ne fait pas beaucoup. Ça fait de mémoire une petite centaine d'apprentis en situation de handicap à l'échelle de nos 12 départements. Vous voyez que c'est quand même rien du tout par rapport au nombre d'employeurs publics qui existent en Nouvelle-Aquitaine. Idem pour le privé. Et pour autant, le FIP développe une politique en matière d'apprentissage qui est hyper offensive. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un employeur public recrute une personne en situation de handicap, le FIP va prendre en charge 80% du salaire chargé de la personne. C'est ce qu'on voit sur le slide qui suit. Donc, 80% du salaire chargé. Il ne reste que 20% de salaire chargé pour l'employeur. Donc, autant vous dire que sur un SMIC, ça ne fait pas grand-chose comme reste à charge pour cet employeur. S'il s'agit d'un apprentissage adapté sur 3 ans, les 80% de prise en charge seront bien prises en charge chaque année, quel que soit le niveau de rémunération de la personne. Evelyne, on peut peut-être mettre le slide d'après d'ailleurs pour que ça soit clair et qu'on voit toutes les aides à l'apprentissage. Ah, ça n'apparaît pas. Ah, ça y est, voilà. Donc, prise en charge de 80%, salaire bien sûr chargé, hein. On va prendre en charge également les frais de formation de l'apprenti. Ça, c'est aujourd'hui important par rapport à la réforme du système de l'apprentissage et des OPCO. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'employeur public qui recrute une personne en situation de handicap en apprentissage, le FIP le finance jusqu'à 10 000 € par an, chaque année, là encore, si on est sur un apprentissage sur 3 ans, chaque année, on paiera les frais de formation. On va pouvoir aussi prendre en charge l'aménagement technique. Imaginez que l'apprenti a besoin d'un ordinateur spécifique avec un écran particulier parce qu'il a un handicap visuel. Le FIP prendra en charge l'ordinateur, en tous les cas le surcoût de cet ordinateur chez l'employeur, mais aussi au CFA s'il y a besoin d'avoir un équipement sur le lieu de CFA. Vous le savez sûrement, en région Nouvelle-Aquitaine, nous avons la chance d'avoir une plateforme de prêt de matériel qui s'appelle Epatech. Cette plateforme est ouverte aux employeurs privés et aux employeurs publics et au CFA. C'est-à-dire que la première chose que le CFA peut-être doit faire, c'est voir si chez Epatech, il n'y a pas ce matériel. Mais s'il n'y a pas et s'il y a besoin d'acheter, c'est possible sur un apprentissage public avec une prise en charge du FIP. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le FIP ne finance que l'employeur. Ça veut dire que ce n'est pas le CFA qui va se faire rembourser l'aménagement technique chez lui par le FIP, c'est l'employeur public qui va faire 2 demandes, une demande pour chez lui et une demande qui sera mise à disposition au sein du CFA, mais les deux seront pris en charge par le FIP. On prend en charge aussi le temps passé par le tuteur. On sait très bien qu'il faut un tuteur dans le cadre de l'apprentissage. Le temps que le tuteur va passer à accompagner l'apprenti en situation de handicap, il y a une compensation financière qui est versée à l'employeur. Il y a une aide forfaitaire qui est versée à l'apprenti, mais toujours pareil, via l'employeur, donc de 1 525 €. C'est à la discrétion de l'employeur, ce n'est pas systématique, c'est une décision de l'employeur, mais si l'employeur public
souhaite verser cette aide forfaitaire au démarrage du contrat pour l'apprenti, il peut le faire et il sera remboursé par le FIP. Cette aide, elle sert surtout pour des apprentis qui ont des charges pour démarrer leur apprentissage. Par exemple, acheter un trousseau professionnel, à ce moment-là, ça occasionne des frais. Et puis là, l'employeur peut prendre en charge en versant cette prime à l'apprenti. Il y a aussi des aides humaines. Vous pouvez avoir un apprenti qui a besoin d'avoir un accompagnement pédagogique spécifique pour suivre ses cours. Peut-être qu'il y a besoin d'adapter les supports pédagogiques au CFA. Peut-être qu'il a besoin d'un accompagnement humain pour le faire travailler en petits groupes. Peut-être que cet accompagnement, il en a besoin et chez lui, au niveau de l'employeur, et au CFA. Là aussi, on peut prendre en charge cet accompagnement humain. Dans le cadre du PowerPoint qui vous sera diffusé, je vous communiquerai une fiche exhaustive qui vous permettra de prendre connaissance de toutes ces aides-là dans le détail, en sachant à chaque fois quel est le montant plafond, combien le FIP finance, parce que dans le catalogue du FIP, il n'y a pas une seule FIP apprentissage, c'est un petit peu éclaté dans plusieurs aides. Donc là, au moins, avec le document qui sera annexé au PowerPoint, vous aurez donc toutes les aides. Je vous invite vraiment à les regarder. Quand on met bout à bout toutes ces aides, franchement, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Donc, l'apprentissage dans le secteur public, c'est vraiment un contrat qui est davantage aidé que les contrats même tech. Et en plus, pour les employeurs publics qui sont sous convention, vous avez l'employeur public qui est déjà là, puisque s'il est sous convention, il s'est engagé à recruter. Et aujourd'hui, vous n'avez aucune convention qui sorte, qui soit signée par le FIP, sans un engagement à minima de l'employeur public de faire de l'apprentissage. Donc, allez voir ces employeurs publics qui sont sous convention et proposez-leur des profils de personnes qui sont prêts à faire de l'apprentissage, qui sont en situation de handicap et que vous accompagnez. Moi, aujourd'hui, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est quand j'ai des employeurs publics qui me disent « Madame de Kerle, on est fin octobre, je n'ai toujours pas trouvé des candidats qui correspondent à mes besoins. J'ai du mal à trouver les profils des personnes. » Et je vous assure que parfois, ce n'est pas des postes, on cherche un apprenti informaticien, bac plus 12, qui parle 8 langues. C'est parfois, là, j'ai un employeur qui cherche quelqu'un à la blanchisserie. À la blanchisserie. C'est quand même, ça doit se trouver quand même. Donc, essayez moi, je demande aux employeurs publics de créer ces liens avec vous. Mais c'est vrai que l'employeur public, souvent, il me dit, bah oui, mais si l'offre est diffusée sur le site de Pôle emploi, on va recevoir des millions de CV et peut-être des CV qui ne seront pas portés par des personnes en situation de handicap. Donc, ce qu'il faudrait peut-être, c'est créer ces liens pour que vous-même, vous puissiez peut-être aussi proposer des profils de personnes que vous accompagnez qui sont en situation de handicap et qui peut-être peuvent correspondre au profil que les employeurs publics cherchent. Donc, n'hésitez pas, notamment sur l'apprentissage, à vous rapprocher des employeurs publics en règle générale, des employeurs publics sous convention en particulier. Je vois l'heure qui tourne, il est 23. Donc, peut-être que certains, après, ont des engagements. J'ai vu quelques interventions avec des collaborateurs et des collègues qui avaient des engagements en début d'après-midi. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Je ne sais pas, Evelyne, s'il y a quelques questions supplémentaires. Il y a eu une question qui a été quand même… il y a eu 5 votes sur cette question, donc je pense que ça vaut le coup peut-être d'y répondre et puis de terminer après. Existe-t-il une plateforme ou un site qui regroupe les offres d'emploi du secteur public pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi sur le site du FIPHF? Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Emploi territorial sur lequel, notamment pour la collectivité, la fonction publique territoriale, les employeurs mettent leurs offres. Vous retrouvez aussi les offres sur chaque site Internet de chaque employeur public. Les gros employeurs publics ont toutes maintenant un onglet offre de poste sur leur site Internet. Et concernant l'apprentissage, il y a un site, je vous mettrai les coordonnées, qui s'appelle PASS, qui est propre à l'apprentissage dans le secteur public, qui est développé par les pouvoirs publics, qui n'est pas encore bien utilisé, des deux côtés d'ailleurs. Donc, plus on pourra communiquer sur ce site et plus les employeurs publics auront le réflexe d'aller aussi sur ce site. Donc voilà, mais il n'y a pas encore, à part cette plateforme, il n'y a pas en tous les cas d'outils régional qui mettent en relation. Bon, pour autant, c'est vrai que moi j'essaye en ayant la connaissance des employeurs publics sous convention avec lesquels je travaille,
ça m'arrive de jouer un peu un rôle d'interface quand un employeur public n'arrive pas à trouver de profil. C'est vrai que je diffuse l'offre à tout le réseau, donc le réseau bien évidemment des Cap Emploi, des Pôle Emploi, des assos, des DEA, des prestataires PASS, des CFA parfois aussi, des universités, puisque vous avez des étudiants en situation de handicap aussi au sein des universités. Peut-être une dernière question qui est apparue sur le chat. Pourquoi l'apprentissage et pas le contrat de professionnalisation dans la fonction publique? Et ben parce que dans la fonction publique, on ne travaille pas par branche professionnelle. Il n'y a pas d'OPCA, alors que les contrats de professionnalisation sont portés par les branches professionnelles. Donc, dans le secteur public, vous n'avez que les contrats d'apprentissage. Donc, nous arrivons, je pense, à la fin de ce… un contrat d'apprentissage pour la… une dernière question peut-être. Oui, une question qui m'importe, et alors j'en vois deux, je vais juste prendre quand même 2 minutes pour y répondre. Est-ce possible de faire un contrat d'apprentissage pour la formation des aides-soignants? Excellente question. Dans la fonction publique hospitalière, il y a, alors là, encore plus d'a priori qu'ailleurs, sur le fait qu'on ne peut pas être en situation de handicap et être sur un poste de soignant. C'est bien évidemment faux par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une aide-soignante peut être en situation de handicap, elle peut avoir un handicap auditif. En quoi elle ne sera pas une bonne aide-soignante? Bien évidemment, la personne qui a un handicap lourd, qui est en fauteuil, peut-être que ça va être compliqué pour elle d'évoluer dans peut-être un centre hospitalier. Mais il n'y a pas, là encore, d'idée de généralité. Bien sûr, on peut être en situation de handicap et occuper un poste soignant. La difficulté, c'est qu'il faut absolument faire aussi passer ce message au bout de la chaîne, ou au début de la chaîne, c'est-à-dire sur les centres de formation, ce qu'on appelle les IFSI pour les instituts de formation infirmiers et les IFAS, les instituts de formation des aides-soignants. Donc nous, on a toute une action pour essayer de faire passer ces messages au sein des IFSI et des IFAS en leur disant « ouvrez, communiquez sur le fait que vous pouvez accueillir des stagiaires en situation de handicap ». Donc, mais aucun problème pour faire un contrat d'apprentissage quand on est en situation de handicap sur un poste d'aide-soignant. J'en profite pour vous dire que vous avez ce qu'on appelle les centres de formation, les CRP, donc qui sont des centres de formation spécialisés, puisque pour intégrer un CRP, vous le savez, c'est sur prescription MDPH. Vous avez un seul CRP en France qui forme, qui gère un IFSI et un IFAS. Il est près de Montpellier. Et cet IFSI et cet IFAS, donc, qui n'a que des stagiaires en situation de handicap, a des relations avec un certain nombre de centres hospitaliers dans toute la France et en Nouvelle-Aquitaine, avec des personnes qui sont allées suivre leur formation aide-soignant en contrat d'apprentissage ou en formation continue à Montpellier, mais qui sont originaires d'ici. Donc, qui reviennent ici faire des stages ou faire même leur contrat d'apprentissage. Donc, vous voyez comme quoi, bien évidemment, c'est possible d'être en formation, apprentissage ou pas, sur des postes soignants quand on est en situation de handicap. Pourrions faire un partenariat sur le sujet, mais alors moi je suis à votre disposition. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et que voilà, il y a plein de choses à faire entre Pôle emploi pour créer des synergies Pôle emploi et les employeurs publics. Je vois aussi un site, un message plutôt qui me demande mes coordonnées. Sur le PowerPoint, vous aurez mes coordonnées et mon mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a aucun souci. Et je vois une personne qui a mis le site PASS dont je vous parlais pour la plateforme sur l'apprentissage. Voilà ce que je pouvais vous dire sans trop empiéter sur le temps du déjeuner. Mais merci à tous, merci Caroline pour cette intervention vraiment très intéressante et qui semble avoir beaucoup intéressé les personnes et qui me semblait très utile. Voilà, j'ai une dernière question, mais je ne pense pas qu'on puisse y répondre. Oui, c'est pour vous dire que la passion est au service du handicap. On partage bien cette passion, voilà, avec vous tous. Voilà. Au revoir à tous et encore une fois, merci Caroline. Donc tous les documents vous seront à votre disposition. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement aussi par mail. Au revoir à tous et à bientôt.